à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde, vous le savez, dans 200 pays, en 22 langues. Mon invité ce matin, c'est Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Vous êtes président de la région Hauts-de-France et vous êtes ancien ministre et puis candidat à l'élection présidentielle. On en parlera évidemment tout au long de cette émission. Emmanuel Macron est à la Sorbonne ce matin, Xavier Bertrand, pour un discours consacré à l'Europe. 7 ans après d'ailleurs son premier discours sur sa vision de l'Europe qui avait eu lieu également à la Sorbonne. Est-ce que ces élections européennes peuvent-elles, doivent être-elles d'ailleurs, un référendum pour ou contre Emmanuel Macron? Elles seront un référendum anti-Macron. Et je peux vous donner... Est-ce que ce n'est pas une catastrophe que et ce soit vous avez le résultat de d'ores et déjà. Il y a certainement entre 80 et 85% des Français qui vont dire non à Emmanuel Macron et vous avez le score de la liste Renaissance. Et c'est dommage. Et c'est de la faute de l'exécutif. C'est de la faute du président. Il a voulu transformer ces élections en faisant un énième tour de l'élection présidentielle passée, mais ça va être l'occasion pour les Français de dire leur exaspération, leur colère face à la politique menée et leur inquiétude face à l'avenir. Comment faire? Et le Front National a habilement joué là-dessus. Et donc aujourd'hui, le problème est très simple. Si vous n'aimez pas, si vous ne voulez pas de la politique d'Emmanuel Macron, beaucoup de nos concitoyens sont tentés de voter pour les extrêmes. Comment terminer le quinquennat après ça? Ça va être très difficile et surtout ce qui m'inquiète, c'est dans quel état d'exaspération seront les Français et dans quelle situation sera notre pays. Et la Ve République est adaptée à ça? Ou ce sont devenues des institutions trop carcérales qui vont au fond empêcher tout renouveau, tout souffle démocratique? Non, elles sont solides, les institutions de la Ve. Mais ce n'est pas la Constitution en elle-même le problème, c'est la pratique institutionnelle. Le président de la République a gagné l'élection présidentielle de 2022. Et il a perdu les élections législatives. Les Français n'ont pas voulu lui donner cette majorité absolue. Et il n'a voulu en tirer aucune conclusion. Aucune conséquence, rien du tout. Il a fait comme si de rien n'était. Or, aujourd'hui, vous le voyez bien, quelles que soient les intentions, ils sont dans l'incapacité d'avoir une politique conforme aux attentes des Français, aux besoins du pays. Il est là le mal le plus profond. Et vous pouvez avoir encore une fois toutes les déclarations, vous pouvez avoir les discours les plus martiaux. Ce que les Français veulent, c'est du changement, et vous ne le pouvez pas tant que vous n'avez pas de majorité absolue. C'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Vous savez, cette émission est en partenariat avec Ouest France, avec le groupe Nice Matin, avec 20 minutes, avec France Antilles et le magazine Le Point. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous représentez sur ce plateau le plus grand quotidien en langue francophone du monde. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Je propose de rebondir juste sur le discours de la Sorbonne. Donc le président de la République va prononcer un grand discours ce matin à la Sorbonne, comme il l'avait fait en 2017. Il reviendra abondamment sur son bilan. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que ça a du sens de le faire là, maintenant, juste avant les élections européennes? Franchement, c'est pour prêter main forte à sa candidate en difficulté. Je le vois bien, ça ne trompe personne. Donc pour vous, c'est de bonne guerre. Il aurait peut-être pu attendre que les élections soient passées pour s'exprimer. Non, je pense surtout que cela fait longtemps qu'il nous faut avoir un vrai discours sur l'Europe et surtout une attitude de la France au niveau européen qui vise à renforcer l'influence, l'importance de la France en Europe. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Oui, mais on nous parle de l'Europe puissance. Très concrètement, quels sont les objectifs de l'Europe? En quoi on a besoin de l'Europe dans les années qui viennent? On le voit bien, il y a la question de la souveraineté alimentaire, et là on a besoin de changer de trajectoire au niveau de l'Europe, notamment vis-à-vis de notre agriculture. La souveraineté énergétique, on ne retrouve pas les errements, les erreurs qui nous ont coûté très cher avec la flambée du prix de l'énergie. C'est la question de notre défense et notre sécurité. On le voit aujourd'hui, le président de la République a fait peur aux Français avec sa déclaration. Il a eu tort ? Bien sûr. Qu'un président de la République étudie toutes les options militaires au sein d'un conseil de défense, c'est normal. Vous parlez des troupes au sol en Ukraine. C'est son job. Mais clairement, qu'il évoque ça dans une conférence de presse, sans aucune solidarité avec tous nos alliés, et qu'on se retrouve isolé, c'est une erreur. Et surtout, beaucoup de nos concitoyens, moi je l'ai vu chez moi, les gens m'ont dit, mais est-ce qu'on va devoir envoyer nos enfants en Ukraine? La réponse est non. Les Ukrainiens ont besoin d'armes, qu'on tienne nos promesses et qu'on envoie des armes. Donc vous voyez, surtout ces sujets-là, et il y a d'autres défis pour moi, pour l'Europe. Vous venez d'évoquer la souveraineté alimentaire, c'est un point important. Hier, au Parlement européen, c'est la dernière session à Strasbourg, il y a eu un vote en urgence pour simplifier les règles de la politique agricole commune. C'est fait pour apaiser la colère des agriculteurs. Ouais. Elle existe toujours, cette colère? Oui, bien sûr qu'elle est là. Vous la sentez dans les Hauts-de-France? Elle exprime fortement. Je ne comprends pas
pourquoi le gouvernement ne prend toujours pas à bras-le-corps ce dossier pour y apporter des solutions. Pourquoi ? Déjà, la première chose, ça se joue au niveau européen, vous avez raison. Au niveau européen, il faut revenir sur le Green Deal. Le Green Deal continue à dire qu'il y aura 10% de jachère à la fin de ce décennie. Mais c'est de la folie. On a besoin de nourrir de plus en plus de monde sur la planète et on va nous dire qu'il faut produire moins. Et il ne s'agit pas d'obtenir pour la France une exception pour une année, il faut casser cette trajectoire funeste. Qu'est-ce qu'on attend ? Moi, j'attends de ceux qui sont candidats aux européennes qu'ils s'engagent. Est-ce qu'ils reviendront sur le Green Deal ? Oui ou non ? Deuxièmement, on le voit aussi au niveau national. La simplification qui est demandée, mais ça avance à la vitesse d'un escargot. Le plan présenté hier à Bercy, il vous a pas convaincu ? Le plan simplification. Ça fait des années. À chaque fois qu'un politique... C'était une promesse fondamentale d'Emmanuel Macron en 2017. Mais à chaque fois qu'un politique dit, je le sais quand j'étais entrepreneur, qui va nous simplifier les choses, la vie est de plus en plus compliquée. Et vous savez, sur la fiche de paye, c'est pas de diminuer le nombre de lignes. De 30 à 15. C'est d'augmenter le salaire. C'est d'augmenter ce qui va être versé directement aux salariés. Voilà le véritable enjeu. Tout ça, c'est des artifices d'un gouvernement qui me semble très fatigué et d'un gouvernement qui a renoncé à changer la vie des Français. Or, quand on fait de la politique, c'est qu'on continue à vouloir changer les choses et à vouloir améliorer la vie des Français. Xavier Bertrand, notre invité ce matin dans Face au territoire. On va se rendre du côté de votre région. Guillaume Desplanques, qui est rédacteur en chef de WEO TV, c'est la chaîne TNT du groupe La Voix du Nord, a une question à vous poser depuis Lille. On l'écoute. Xavier Bertrand, bonjour. Face aux inondations sans précédent qui ont touché les Hauts-de-France et plus précisément le Pas-de-Calais, vous avez posé un ultimatum aux assureurs pour répondre aux victimes psychologiquement très éprouvées. Certains assureurs font traîner les dossiers. Alors ce coup de semonce a-t-il porté ses fruits, Xavier Bertrand ? Je sais que vous connaissez bien le sujet en tant qu'ancien agent général d'assurance. Eh bien, hélas, oui, ça a porté ses fruits. Je dis hélas parce que ce n'est pas une méthode normale. Ce n'est pas un responsable politique de citer les compagnies qui ne jouaient pas suffisamment de jeu. Et vous savez, en moins d'une semaine, les premiers dossiers sont les personnes qui attendaient le montant de l'indemnisation pour savoir dans quelles conditions elles pouvaient se faire racheter leur maison parce qu'elles ne peuvent plus y habiter. En une semaine, les choses ont été réglées. Alors, je ne m'arrête pas là, parce qu'on a des milliers et des milliers de sinistrés, et il y en a encore beaucoup qui ne veulent pas se faire racheter leur maison, qui veulent retourner dans leur maison, qui attendent l'indemnisation. Donc là, les choses ont à nouveau accéléré, mais je n'hésiterai pas à le faire, parce que, encore une fois, on dit le name and shame, c'est certainement pas une bonne méthode, mais si c'est ça qui me permet de montrer qu'on peut faire avancer les choses, je n'hésiterai pas à le faire. Cet exemple, c'est l'exemple même de la problématique de la simplification, du poids de l'administration. Ça n'a rien à voir ? Pas du tout. C'est pas un problème de procédure, de complexité ? Pas du tout ça. Est-ce que les politiques se battent encore pour les gens ? Oui ou non ? C'est ça le vrai sujet. C'est ça. Normalement, ce que je fais là, c'est pas moi de le faire. C'est au gouvernement de le faire. Ils ont les moyens d'engager tous les jours un bras de fer. C'était normalement à des ministres ou au Premier ministre de convoquer les assureurs dans leur bureau. Il y en a plusieurs qui sont venus vous voir. Oui, mais venir, c'est une chose. Faire bouger les choses en est une autre. Et je vais vous dire, il y a un tout dernier point qui est très important là-dessus. Là, on a encore la question du relogement au-delà des 6 mois. Ça fait 6 mois que certains sont partis de chez eux. Et là, aujourd'hui, l'État, et j'ai dit oui, me demande, est-ce que vous voulez bien participer aux frais de relogement au-delà des 6 mois ? Je vais le faire. Mais normalement, c'est au gouvernement de l'imposer aux compagnies d'assurance. Et vous voyez ce qu'il faut bien comprendre. Il faut défendre les sinistrés, il faut défendre les plus fragiles. Et si on oublie ça en politique, la une de Ouest France, proche de la fatalité, Vernet. moi je refuse ça. La une de Ouest France, c'est la réouverture des mines, un défi pour la France. Merci Stéphane Vernet, vous êtes directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Dans un instant, Denis Jambard nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Denis Jambard, vous êtes journaliste indépendant, vous avez dirigé le magazine L'Express, vous avez dirigé le magazine Le Point, vous avez dirigé Europe 1 et vous connaissez bien Xavier Bertrand de longue date. Oui, j'ai suivi son parcours politique et je voudrais l'interroger sur sa réponse à la première question de Cyril. Vous avez en gros établi l'équation politique des européennes, un référendum anti-Macron qui nourrit le Front National. Est-ce que ce n'est pas une manière... Rassemblement national. Le Rassemblement National. C'est la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la même chose. L'enseigne a changé, mais c'est exactement le même magasin. Et c'est pas une manière d'exonérer aussi les oppositions, la droite, la gauche, de la progression du Front National depuis quand même maintenant plus de 40 ans.
Sérieusement, vous me posez la question? Je vous pose sérieusement la question, parce que la courbe n'a cessé de progresser, y compris pendant les gouvernements de droite, Non. à une exception, je vous prie de votre réponse, qui est l'élection présidentielle de 2007. Et y compris dans votre région. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et dans votre région Nous aussi. sommes deux à avoir battu Madame Le Pen lors d'une élection majeure. Monsieur Macron et moi. Sauf que moi, entre deux élections, j'ai fait reculer le Front National de 15 points. Je suis un élu de droite gaulliste, droite sociale, diront certains, dans une région qui a toujours historiquement voté à gauche. Comment j'ai réussi? En me battant pour les gens, en tenant mes engagements, et en essayant, faisant reculer le chômage, en ayant à nouveau des projets qui donnent de l'espoir, de redonner justement des perspectives d'avenir. Je ne suis pas un magicien, mais je me bats tous les jours. Qu'est-ce que fait votre famille politique pour ça? Mais Vous êtes bien seul Non mais attendez, disons les choses aussi très clairement. La droite n'est plus au pouvoir depuis maintenant plus de 12 années. Depuis plus de 12 années. Donc, je suis désolé, on fait des erreurs, on doit assumer nos erreurs. Mais je ne paye pas les factures des autres. Les 5 années de François Hollande, les 7 années d'Emmanuel Macron sont des années qui, en matière notamment de sécurité, d'autorité régalienne, ont vu les choses reculer. Les Français, vous savez, aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent vivre en sécurité, ils veulent vivre de leur travail et ils veulent surtout un avenir pour leurs enfants. Sur ces 3 points, je ne cite que ces 3 points, le compte n'y est pas depuis trop d'années. Donc encore une fois, je vous le dis, on doit apporter des solutions, c'est ce que je fais dans ma région et c'est ce que je veux porter au niveau national. C'est pour ça que vous voulez être candidat à l'élection présidentielle. Vous y pensez tous les matins, comme Nicolas Sarkozy? On a l'impression quand même que vous y pensez tous les matins, parce que vous partez très tôt. Je l'ai dit à Ouest-France, on m'a posé la question, j'ai répondu sans détour, parce qu'encore une fois, il faut être sincère et dire ce qu'on a en tête. Et à partir du moment où j'ai l'intention d'être candidat en 2027, j'ai répondu oui à vos confrères de Ouest-France qui étaient sur le plateau à l'instant. Et quelle leçon vous tirez de votre échec à la primaire de 2021 21. Cette primaire que j'ai brillamment remportée. Vous en étiez le favori au départ? Non, les sondages montraient que j'étais celui qui avait le plus de chance. Mais la primaire, c'est une autre équation. Je ne vais pas revenir sur les conditions de la primaire. Jusqu'à m'en prendre qu'à moi-même. Plus de primaire, donc, aujourd'hui? Je pense que tout le monde est aujourd'hui singulièrement vacciné contre les primaires. Parce que la présidentielle, et c'était mon intuition première, une élection présidentielle, c'est une rencontre entre une personne et les Français. Et là, vous me dites quel enseignement j'en ai tiré. Beaucoup d'enseignements, mais le premier, il faut être soi-même. Mon idée première, c'était qu'on pouvait être soutenu par un mouvement politique, mais c'est une candidature de rassemblement. Là, je peux vous garantir que je serai dans une logique de candidature de rassemblement. On verra ce que fera LR le moment venu. Mais je sais une chose, c'est qu'il faudra très largement dépasser ce qu'est aujourd'hui LR pour pouvoir justement l'emporter, éviter ce que tout le monde nous annonce. 2027, ça va être le tour du Front National, mais jamais de la vie. Madame Le Pen n'a pas gagné. Moi, je me battrai, comme je me bats contre Monsieur Mélenchon et ses outrances, je me battrai contre Madame Le Pen parce que je sais que les extrêmes n'ont pas de solution au problème des Français. Et c'est ça qu'il faut justement mettre en avant, montrer, prouver. Mais vous ne redoutez pas le trop-plein de candidatures s'il n'y a pas de primaire pour écrémer un peu le nombre des candidats? Ne vous inquiétez pas. On parle de beaucoup de candidats aujourd'hui. On verra qui sera exactement sur la ligne de départ. Et il y en aura beaucoup moins. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de M. Bellamy? On n'a pas l'impression, en tout cas les sondages ne font pas l'élection, mais quand même ils sont réguliers, constants, répétitifs. Qu'est-ce que vous pensez de sa campagne? Autour de 7%, 7, 8, 8,5%. Tout simplement parce que je pense que beaucoup de médias sont dans la logique qui a été mise en place à la fois par le gouvernement et le Front National, ce match. La liste de M. Macron contre la liste de Mme Le Pen. J'ai vu l'autre jour, M. Bardella a été interrogé sur une chaîne de la TNT. On lui a posé une question sur les européennes, les 10 autres questions sur la politique nationale. Après, on dit les Français ne s'intéressent pas aux européennes. Chacun aussi sa vraie part de responsabilité. C'est Xavier Bertrand, notre invité ce matin dans Face au territoire. Denis Jeanbart, vous êtes aussi sur ce plateau parce que vous avez sorti un roman chez Calman Lévy qui s'appelle « Il s'est passé quelque chose ». Il y a beaucoup de vous-même d'ailleurs dans ce C'est mon double inversé. Votre double inversé. Ou négatif, disons. Vous vous passionnez encore pour la politique? Oui, parce que ça a été l'essentiel de ma vie journalistique, en tout cas pendant plus de 35 ans. Politique intérieure, politique internationale. Et c'est surtout un roman qui est consacré à la situation d'un journaliste éprouvé, de grand reporter par les guerres et sa vision du monde aujourd'hui. Sans prendre votre place, je peux vous poser une question? Et pourquoi vous intéressez autant à la politique? Là, vous avez dit que vous y intéressiez, mais pourquoi?
parce que je trouve que c'est la chose la plus importante dans une société. C'est ce qui peut, comme pour reprendre votre expression, unir un pays et le rassembler. Faute de politique, il n'y a plus de société. Merci. Denis Jambard, Kalman Lévy, il s'est passé quelque chose. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez dirigé les rédactions des organes de presse les plus prestigieux de ce pays, Europe 1, l'Express et Le Point. Dans un instant, nous partons pour Nice en duplex et en direct et nous rejoignons Denis Caro. Bonjour Denis Caro et bienvenue sur le plateau de Face au territoire. On démarre avec l'état des lieux du système de santé en France. Oui, bonjour Xavier Bertrand. Partout en France, les services d'urgence des hôpitaux sont débordés, les urgences sont saturées, certaines doivent fermer à certaines périodes. Ces derniers mois, plusieurs patients sont décédés. C'est le cas d'un jeune homme dans le Var il y a quelques semaines. Xavier Bertrand, que faut-il faire pour remettre sur pied rapidement nos urgences en France ? Ériger la santé en priorité nationale, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je rencontrais hier Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, qui avait demandé à me voir. Et donc, je lui ai indiqué, c'est un bon connaisseur du sujet, mais on ne peut pas prendre le sujet de la santé comme un dossier comme les autres. On a aujourd'hui un système de santé qui ne tient plus que par ses soignants. Mais Denis Jambard le disait à l'instant, ça veut dire aussi qu'il faut unir notre système de santé. Je conteste la méthode du gouvernement, qui consiste à vouloir opposer le public et le privé. Il y a effectivement une situation dans les urgences, mais s'il y a aussi autant de personnes qui arrivent aux urgences, c'est aussi parce que notre système de santé, en ambulatoire comme l'on dit, n'a pas les réponses dont il a besoin depuis des années. Regardez les cliniques privées. Le gouvernement a décidé d'augmenter les tarifs des hôpitaux publics, soit. Mais il décide d'augmenter les tarifs des cliniques privées de 0,3%. Vous connaissez l'inflation. Cela veut dire très clairement que des services de cliniques privées vont fermer. Et les patients vont aller où ? Ils vont aller à l'hôpital avec un engorgement supplémentaire. Les infirmiers libéraux sont aujourd'hui dans une situation, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'attend clairement le gouvernement ? Nos pharmaciens, aujourd'hui, vous allez chez le pharmacien, vous avez de la chance si vous avez le médicament que vous a prescrit votre médecin. Il y a une pénurie de médicaments depuis des mois et des mois. Et la principale raison, il faut appeler un chat, c'est que nous payons nos médicaments l'un des plus bas prix en Europe. Mais il faut que ces choses-là changent. Et encore une fois, ce n'est pas des déclarations comme celles qui ont été faites l'autre jour sur la question de la taxe lapin qui va tout régler. D'ailleurs, une taxe lapin dont j'aurais signalé, une consultation à 26,50 €, une taxe lapin à 5 €, je suis désolé, ce n'est pas assez dissuasif pour un certain nombre de patients. Et si on veut simplifier la vie des médecins, il ne faut pas demander aux médecins de gérer eux-mêmes les patients qui leur auront posé un lapin. C'est à la sécurité sociale de le faire. Voilà, Denis Caro, un certain nombre de sujets sur lesquels, si vous ne mettez pas en place une vraie logique de priorité nationale, ça ne peut pas marcher, parce qu'en plus, vous avez un autre problème. C'est que vous avez à la fois des nouvelles thérapies qui arrivent, et on va avoir besoin justement de pouvoir les prendre en charge pour tout le monde. Tout le monde. Que vous soyez riche, ou que vous soyez effectivement beaucoup moins riche. Denis Jambard disait tout à l'heure, c'est de la politique ça ou pas ? Est-ce que ça fait partie de la politique ? Bien sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vivre en sécurité, vivre de son travail, et aussi préserver ce qui unit les Français. L'aménagement du territoire. C'est la vraie politique ça ? Oui, aménagement du territoire, les services publics, les valeurs qui relient les Français. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. En Nice, priorité. Denis Caro. C'est pas 40 priorités, mais c'est 3 vrais sujets majeurs. Les liens, le travail, la sécurité. On repart pour Nice. Une autre question, celle des déserts médicaux qui sont une réalité partout dans le territoire. Le gouvernement va mettre en œuvre un certain nombre de solutions, notamment le recrutement de médecins étrangers. Est-ce que l'ex-ministre de la Santé que vous êtes a d'autres solutions à proposer ? Mais écoutez, mais pourquoi ? On a dit qu'on ouvrait le numerus clausus, on a reporté une forme de sélection après la première année. Soyons cohérents, quand vous voyez le nombre de jeunes talentueux qui sont obligés d'aller faire leurs études à Lisbonne, à Barcelone ou en Roumanie, qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir clairement et en grand les portes de nos facs de médecine ? Il est là le vrai sujet. J'ai vu qu'au départ, on voulait aller trouver un émissaire pour aller chercher des postes de médecins étrangers. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même trop de Français qui sont obligés d'aller à l'étranger pour faire leurs études ? Et ils reviendront un jour, sauf qu'en attendant, ils n'ont pas fait leur stage en France pendant leurs études. On marche sur la tête. Alors peut-être que certains ont fait trop d'études, ceux qui nous gouvernent, mais il faut juste appliquer les choses avec bon sens. Et d'autre part, il y a beaucoup de temps administratif passé par les médecins. Beaucoup trop de temps administratif devant l'ordinateur. Alors on dit oui, mais on va recruter pour eux des personnes qui vont les soulager. Mais à chaque fois, c'est un recrutement pour
quelques années au maximum. Comment voulez-vous que les médecins aient de la visibilité ? Il faut leur faire confiance aux médecins. Et je vous le dis, on marche sur 2 jambes dans le système de santé, le public et le privé. Il faut que le gouvernement cesse d'abîmer le système de santé dans sa partie libérale. Denis Caro, la une de Nice Matin. La une de Nice Matin, alerte à la dengue, cette maladie véhiculée par le moustique tigre qui est très en avance dans notre région cette année. Et qu'on connaît parce que qui sévit depuis des années et des années, notamment en Outre-mer. Je me souviens, ministre de la Santé, avoir lutté contre le chikungunya, mais aussi contre la dengue à l'époque. Et on avait indiqué que c'est un sujet qui, avec le réchauffement, le changement climatique, viendrait aussi sur nos territoires. C'est vrai que les Alpes-Maritimes ont connu le moustique tigre depuis des années et des années, mais on doit vraiment faire un maximum de travail de prévention sur ces maladies terribles. Ça sert d'avoir été médecin Je n'ai pas été médecin. C'est Jacques Chirac qui me disait docteur. J'ai dit, président, je ne suis pas médecin. Il dit, oui, mais ça te va bien. Mais c'était un ministère passionnant et le sujet de la santé est un sujet si important. Merci Denis Caro, en duplex en direct de la rédaction du groupe Nice Matin à Nice. Dans un instant, Armelle Le Goff qui dirige la rédaction du Point, qui s'adjointe sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, la violence des mineurs. Oui, la violence des mineurs avec des solutions avancées par Gabriel Attal pour endiguer cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lesquels précisément ? Par exemple, l'internat, par exemple, tu casses, tu répares, tout le sursaut d'autorité. Qu'est-ce que est-ce que ça vous parle ? Qui peut ne pas être d'accord ? Sauf que quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas là pour parler. Vous êtes là pour agir, pour faire bouger les choses. Cela fait maintenant 7 années que M. Macron est en responsabilité. Et d'autre part, M. Attal prononce ces mots, il faut des changements. La question de l'excuse de minorité, c'est-à-dire d'écarter l'excuse de minorité, je la porte depuis des années. La question... Vous êtes favorable à... Attendez, je suis favorable. Je porte cette idée bien avant, justement, que le gouvernement n'en parle. Je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui parce que le gouvernement... Mais qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et là où je me pose des questions, c'est que je trouve que sur toutes ces questions liées à la sécurité, c'est-à-dire liées aussi à la justice, nous avons un code pénal qui est ferme, mais il faut qu'il soit appliqué de façon ferme. Et c'est l'une des raisons, pas seulement et pas spécialement sur la question des mineurs, on a la question aujourd'hui de l'application du code pénal. Vous savez aujourd'hui ce qui se dit ? Moins de 2 ans de prison, il n'ira pas en prison. Bracelet électronique, pas forcément. Peine alternative à la prison, pas forcément. Et aujourd'hui, ce qui aujourd'hui est perdu, c'est l'effet dissuasif de la sanction, parce qu'il y a une impunité dans notre pays. Il faut casser cela. Concernant les chiffres, nous on les a vérifiés au Point, en fait il n'y a pas d'explosion. Ce qui explose, c'est les violences sexuelles. Est-ce que ça vous étonne ? Non, il y a aussi les violences intrafamiliales qui explosent. Et puis vous avez aussi l'hyperviolence. Et vous avez Alain Boer... À ce sujet, le professeur Israël Nizan dit qu'il faut mettre en place l'éducation sexuelle à l'école, parce que s'il n'y a pas d'éducation sexuelle, c'est les femmes qui en payent les frais. Évidemment, qui en font les on m'a frais. posé la question tout à l'heure, ministre de la Santé, j'en ai retenu bien évidemment sur toutes ces questions. Mais attendez madame, on est en train d'aborder plein de sujets en même temps, je comprends très bien. Ce qui est en train d'exploser sont aussi les violences aux personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Boer qui est référence en la matière. Moi je vous cite les chiffres de la justice. Donc oui, je pense qu'Alain Boer n'est pas forcément aussi calé en chiffres que la chancellerie. Oui, je pense même qu'il est une meilleure référence. Ah bon ? Oui, je vous le dis comme je le pense, parce qu'il fait ces chiffres depuis des années avec cet observatoire, et les violences aux personnes augmentent, et ça n'est pas une fatalité. Et ce qui est aussi en train d'exploser, c'est l'hyperviolence. Le fait qu'aujourd'hui, une vie ne semble plus avoir de sens et qu'on peut massacrer un jeune ou pas. Et, enfin, un jeune, que ce soit un jeune ou que ce ne soit pas un jeune. Et il faut aussi redonner cette force de dissuasion, mais vous avez besoin aussi de faire tout un travail à l'école, chez les parents. L'instruction, c'est l'affaire de l'école, l'éducation, c'est avant tout l'affaire des parents. Et c'est la responsabilité des parents qu'il faut savoir aussi engager. Et puis, vous avez aussi les réseaux sociaux, ne l'oublions pas, qui sont un déversoir de haine et qui sont aussi un théâtre de violence quasi permanent. Justement, il faut réguler davantage ces réseaux sociaux. On a interviewé Elisabeth Badinter au Point cette semaine, qui dit qu'il est beaucoup plus difficile d'élever des enfants aujourd'hui que ça ne l'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est certainement vrai, mais encore une fois... les familles doivent reprendre leurs responsabilités. C'est quelque chose d'essentiel. Là, il y a un travail de fond à faire. Je le crois depuis des années.
Mais encore une fois, ne demandons pas à l'école de tout réparer. La responsabilité première de l'éducation, ce sont les parents. Autre question, Elisabeth Badinter signe un livre qui s'appelle « Messieurs, encore un effort » et elle pointe le manque de soutien des hommes vis-à-vis des femmes qui n'ont plus le goût aujourd'hui d'avoir des enfants, justement parce qu'elles n'ont pas de soutien au sein de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a raison. Oui. Elle a raison. Dans cette égalité homme-femme, on parle beaucoup de l'égalité professionnelle, de l'égalité salariale. Ça ne suffit pas. Il y a aussi la façon dont les hommes doivent assumer beaucoup plus l'ensemble de leurs responsabilités. Ça a été pointé notamment sur les familles monoparentales, où les familles monoparentales sont souvent les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Pas toujours le cas, mais c'est quand même principalement le cas. Donc il y a les pères qui sont éloignés, qui doivent assumer leurs responsabilités, mais au sein même d'un couple, prendre toutes ces responsabilités en tant que père, c'est quelque chose d'essentiel. Vous êtes féministe ? Pardon ? Vous êtes féministe ? Je suis tout simplement à reconnaître qu'il y a encore tout un chemin sur l'égalité qui est à parcourir, et les hommes doivent déjà en prendre conscience. On a vu la une du Point d'ailleurs, femmes-hommes, la défiance cette semaine. Armelle Le Goff. Avec une interview d'Elisabeth Badinter. Merci beaucoup, directrice adjointe de la rédaction du Point. Dans un instant, Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, notre partenaire dans cette émission. Bonjour Floréal Hernandez, avec Grande Sainte qui est dans l'actualité. Oui, bonjour Cyril, bonjour Xavier Bertrand. On parlait de la violence. Grande Sainte, hier, il y a eu les obsèques de Philippe Kopman, qui a été battu à mort par des jeunes mineurs de 14 et 15 ans, en tout cas des suspects qui ont cet âge-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer vous parliez d'hyper-violence, cette violence juvénile ? Je reste convaincu qu'il y a une question d'éducation. Je reste aussi convaincu qu'il y a une dissuasion liée à la certitude de la sanction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup se disent aujourd'hui, et c'est au moment du prononcé du jugement, jusqu'à 2 ans de prison, vous allez très rarement en prison. Mais les mineurs se disent aussi qu'ils ne craignent rien. Moins de 13 ans, on peut les associer à un trafic de drogue, il leur arriverait rien. Là, ils ont plus de 13 ans. Attendez, je veux juste terminer. Moins de 13 ans, il vous arrivera rien. Et puis ensuite, entre 13 ans et 16 ans, pas grand-chose, et au-dessus, il faut la certitude de la sanction. Mais ça veut dire aussi un changement de logique pénale. Vous avez des pays qui ne sont pas perçus pour être les plus sévères, qui ont des résultats très efficaces en remettant en place des peines de prison de courte durée. Pas n'importe quelle prison. Les centres... Des centres d'éducation fermés ? Oui, mais depuis le temps qu'on le dit, il n'y en a pas dans tous les départements. Et il n'y a pas assez de place, comme il n'y a pas assez de place de prison. Ce n'est pas le seul modèle de la prison avec des quartiers de haute sécurité où on va mettre des jeunes à côté des délinquants ou des criminels les plus endurcis. Ce n'est pas ça. Il faut arrêter de caricaturer. Mais la vérité en France, c'est que vous avez un autre numerus clausus qui ne dit pas son nom. Il n'est pas dans le domaine de la santé. Quel est-il ? Il est dans le domaine de la prison. Les magistrats ne prononcent aussi pas les peines qui sont prévues par le code pénal, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place de prison. Qu'est-ce qu'on attend pour les construire ? Dans ma région, demain, le gouvernement est vraiment prêt à construire des places. Je lui trouve des terrains. Je l'ai fait, moi, dans le Saint-Quentinois, quand j'étais président de la communauté d'agglomération. J'attends toujours la réponse. Qu'on ne nous dise pas que les élus ne veulent pas. C'est aussi parce qu'il y a une question, il y a une logique pénale qui est à changer dans notre pays. Et il y a également, très clairement, à valoriser les communes qui sont prêtes à mettre à disposition ces terrains. Et parmi les dispositifs pour enrayer la violence des mineurs, est-ce que le couvre-feu dont on parle à Béziers, dont Christian Estrosi se dit pourquoi pas, est une solution, sachant qu'on parle quand même à Béziers d'un couvre-feu pour des mineurs de moins de 13 ans, entre 23h et 6h du matin. Il y a moi, j'aimerais bien savoir le nombre de mineurs de moins de 13 ans qui sont dans les rues de Béziers à cette heure-là. Venez avec moi dans certains endroits et vous verrez. Vous confirmez, je veux dire. Une fois, il m'est arrivé de voir, alors peut-être plus les mois d'été que les mois d'hiver, de voir effectivement un nombre de jeunes qui sont dans les rues qui devraient être chez eux, bien chez eux. Et ça, c'est encore une fois la responsabilité des parents. Et alors ça veut dire, mais qui va faire parce que pour la police, est-ce que c'est aux policiers de faire la nounou, de ramener... Non, attendez, caricaturons pas. Les policiers faire la nounou. Les policiers, mais non, mais ça veut dire que c'est eux qui vont les contrôler, ou alors c'est la police municipale, comment on met ça en place ? Les policiers municipaux sont des vrais policiers. Oui. Voilà, c'est pas des policiers de seconde zone. D'ailleurs, on devrait leur reconnaître davantage leur mission et leurs compétences. Mais vous savez le problème que vous êtes en train de dire. Il n'y aurait pas de solution. Bien sûr que si, il y a des solutions. Vous prenez notamment des villes comme New York qui ont été des symboles de la criminalité et de la délinquance à des époques. Et puis, il y a à un moment donné des élus et un procureur, M. Giuliani à l'époque, qui ont décidé de tout changer. Et ça a marché, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Le vrai problème, c'est que l'État doit aujourd'hui assurer la tranquillité, la sécurité publique. Parce qu'aujourd'hui, les seuls qui craignent la loi,
ce sont les braves gens. Je suis sûr que vous comme moi, vous recevez un PV, vous ouvrez votre courrier et vous le réglez tout de suite. Eh bien, on est les seuls. Il y a la moitié, je crois. On le règle tout de suite parce qu'on est pénalisé un peu plus. Oui, mais en 8 tout jours cas, après. vous payez. Mais il y en a qui s'en moquent royalement. Usage de stupéfiants. Je crois que le ministre s'était vanté parce qu'on avait un taux de règlement, je ne sais plus, c'était entre 50 et 60% de personnes qui payaient leur PV. Ça veut dire que la moitié ne les paye pas. Et on trouve ça normal. Il n'y a que les braves gens qui craignent la loi. Il faut maintenant que l'on change cette logique et que ce soit les délinquants qui craignent la loi et qui donc la respectent. De 20 minutes. Florel Hernandez hier. La une de 20 minutes sur un reportage à Bondy auprès d'enfants qui, très jeunes, dès 3-4 ans, peuvent être j'ai vu. accros aux écrans. Ouais, ça aussi, c'est Ça, un vrai je problème de parlais société. tout à l'heure des réseaux sociaux, des écrans. Je pense que là encore, on peut dire ce que l'on veut dans la société. C'est aux parents, bon sang, de ne pas mettre, pour plein de raisons, facilité, tranquillité, les enfants devant leurs écrans. Et du coup, les enfants vont se tourner vers quoi? La lecture et les livres. Merci Florel Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission. Nous partons pour les Antilles. Xavier Bertrand, nous partons rejoindre Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles et qui a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Xavier Bertrand. En Guadeloupe, après la visite du ministre de l'Intérieur la semaine dernière, depuis lundi, le préfet applique un couvre-feu qui s'adresse aux mineurs non accompagnés dans les rues de Pointe-à-Pitre pour lutter contre un certain nombre de faits de violence. Est-ce que c'est une décision qui, selon vous, pourrait être développée dans d'autres villes, dans d'autres agglomérations, que ce soit dans les Outre-mer ou dans l'Hexagone? Si besoin, oui. Réponse claire. Oui. On peut élargir l'expérience. La question de nos Outre-mer, elle est très simple. Le besoin, il est comme partout. C'est un besoin d'autorité et de sécurité. Ça ne résume pas ce que veulent nos concitoyens, mais il y a ce besoin. Dans les Outre-mer, c'est la question de l'économie pour justement avoir du travail et avoir un travail. Il y a qui permet des Outre-mer. de s'en sortir. Les problèmes J'ai à dit Mayotte ne sont pas les mêmes les qu'en Outre-mer. Guadeloupe. Mais si, à Mayotte, c'est l'ordre public, c'est la sûr. sécurité. Ce ne sont pas à des bandes de faire régner l'ordre. C'est à l'État de faire régner l'ordre. Et donc, c'est exactement les mêmes besoins Outre-mer. Et je pense que, encore une fois, c'est pas négociable, c'est pas une option, c'est pas l'autorité par intermittence, c'est en permanence. Et les choses sont vraiment possibles. Et ça sert à rien, je dirais, de gonfler ses muscles, de gonfler le torse et tout ça, ou d'être dans les propos les plus extrêmes. Non, il faut tout simplement de l'autorité. Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, nous rejoint sur ce plateau. On vient y parler international, bien sûr. Avec, pour commencer, bonjour Demet, le Rwanda, bien sûr. L'expulsion de migrants du Royaume-Uni au Rwanda provoque un tollé, notamment à l'ONU. Dans le même temps, un sondage CSA pour CNews Européen et le JDD indique que 67% des Français seraient favorables à ce type de solution. Vous, est-ce que cela vous indigne ou est-ce que, comme les Français, vous pensez que c'est la solution ? Pour les Anglais, c'est avant tout une solution spectaculaire et qui sera peu efficace. Et ça veut dire aussi que ce sont les pays qui ont les moyens, parce que je pense qu'on parle d'un coût par immigré qui qui dépasse l'entendement. C'est quelques millions, c'est ça? Alors, c'est 430 millions sur 5 ans. Et c'est Combien de personnes? 300 personnes. Voilà. Et c'est 23 000 euros par migrant. Et il y a en plus d'autres coûts qui se rajoutent. Donc, effectivement, c'est conséquent. Ce qui voudrait donc dire que ce sont les pays qui ont les moyens qui vont faire sous-traiter leurs problèmes d'immigration. Il y a plus simple, hein. Déjà, les Anglais, qu'ils arrêtent de nous sous-traiter leurs frontières. Vous avez vu le drame qui s'est passé encore cette semaine avec cette jeune fillette dont la famille avait fait plusieurs tentatives. Vous pensez que ce problème est uniquement un problème du Les Britanniques sont des hypocrites. Parce qu'ils prennent beaucoup d'émigrants et dans leur pays, en Angleterre, ils les font travailler en les payant avec un lance-pierre. Qu'ils changent leur réglementation. Qu'ils arrêtent d'être un aimant à immigrants qui espèrent une vie plus facile que dans leur pays. Voilà ce qui se passe. Et le jour où les Britanniques changent cela, eh bien, il n'y aura plus cette immigration et il n'y aura plus ces drames dans la mer du Nord, mais il n'y aura pas non plus ces drames humains de ceux qui sont exploités par des passeurs. Voilà la vérité. Et ensuite, il faut que l'Union européenne se réveille. Il y a eu un pacte là qui a été voté. Mais si vous avez quelque chose à faire, d'un blocus également au large des côtes africaines pour éviter aussi que la Méditerranée ce soit ce cimetière. Donc là, il faudrait aussi déployer des patrouilles pour refouler. Dans la mer du Nord, la Manche, vous avez des drones, c'est pas suffisant. Je le demande depuis des années, des patrouilles maritimes franco-britanniques pour pouvoir intercepter les bateaux et éviter cela. Ou alors, on rend leurs frontières aux Anglais. Et là, vous allez voir que ça va changer.
Alors on va passer à un autre gros problème. Après la corruption, le Parlement européen fait face à un scandale d'espionnage. 4 personnes ont été arrêtées en Allemagne, dont un assistant parlementaire de l'AfD, le parti d'extrême droite. D'extrême droite. Ah oui, ceux qui nous disent toujours qu'ils lavent plus blanc, que ce sont effectivement les plus respectueux de l'ordre. L'extrême droite allemande, bien sûr. Vous pensez que l'AfD est... Les alliés de Madame Le Pen, c'est ça? Est un parti poreux à ce type d'ingérence étrangère, particulièrement? Mais évidemment. C'est le cas en France? Évidemment. On s'aperçoit quand même que quand vous avez des régimes autoritaires et peu démocratiques, ils figurent quand même beaucoup parmi les amis de l'extrême droite. L'extrême droite aimerait bien le faire oublier, parce qu'aujourd'hui, la question de l'extrême droite, c'est tous ces alliés encombrants, ceux qui ont été reconnus coupables de propos antisémites, tous les alliés encombrants que sont l'extrême droite en Allemagne. Madame Le Pen et Monsieur Bardella disent « Attendez, planquez-vous les gars derrière le rideau ». Ils n'ont pas souhaité commenter cette actualité, disant qu'ils ne connaissaient pas le dossier. Mais bien sûr, dès que leurs alliés avec qui ils sont accoquinés au Parlement ont des problèmes, on n'a rien à voir avec eux. La vérité est tout autre. Mais sur le Parlement européen, il y a aussi d'autres choses sur l'Union européenne. Il y a d'autres scandales. Est-ce que le Parlement européen ou l'Union européenne ne sait pas se protéger des ingérences étrangères? Elle doit davantage se protéger, mais elle doit aussi tenir sa place et son rang. Il y a un autre scandale. C'est le scandale du gaz que l'on achète à l'Azerbaïdjan, alors que l'Azerbaïdjan a chassé les populations du Haut-Karabakh, a enfermé aujourd'hui, on est en 2024, sur la même Europe, il y a aujourd'hui des représentants du gouvernement de l'Artsakh qui sont enfermés dans les geôles de Bakou. Et tenez-vous bien, et la prochaine COP va se tenir à Bakou. Mais vous ne voyez pas le scandale. Qu'est-ce que vous pensez d'Ursula von der Leyen, du mandat d'Ursula von der Leyen? Pardon? Ursula von der Leyen, quel est son bilan, puisqu'elle Pardonnez-moi. Je sais une chose, c'est que les années qui viennent ne peuvent pas voir le même travail de la Commission. Ça, c'est foncièrement impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Je l'ai dit pour le Green Deal. On va vous parler de la pêche, mais je pourrais vous parler aussi du rôle international. Merci, Demet Korkmaz, rédaction internationale de TV5 Monde. Un petit mot sur la SNCF. Vous avez vu que le ministre en charge de la SNCF a dit que c'était une société comme les autres. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une société comme les autres, qui pourrait être considérée comme une société privée? Mais il nous prend pour des abrutis ou quoi? Société privée? Avec un actionnaire unique à 100% qui est l'État? Mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis au gouvernement. Vous savez ce qui me choque le plus dans cette affaire? C'est l'attitude du gouvernement, l'hypocrisie. Voilà que le président de la République aurait interpellé le Premier ministre pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Et le Premier ministre aurait dit « Ça s'est fait dans notre dos. » Mais quelle hypocrisie! Mais qu'ils assument! C'est-à-dire qu'on a voté une loi sur les retraites. J'ai contesté la méthode, j'ai contesté certaines modalités. Et là, aujourd'hui, une entreprise détenue à 100% par l'État est en train de faire le contraire. Et on va faire porter le chapeau à M. Farandou, alors que le gouvernement, le ministre des Transports et le Premier ministre étaient totalement au courant. Mais il y a aussi un autre point. Depuis septembre 2023, je dis que tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace, avant les Jeux Olympiques, comme au moment des vacances, de risque de grève. C'est exactement ce qui s'est passé et le gouvernement paye le prix fort pour un texte qui, au final, à la SNCF, revient sur la réforme des retraites. Ça, c'est scandaleux. Bertrand, François Fillon a eu sa condamnation confirmée hier, mais les peines sont à revoir. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on peut comprendre cette justice-là? Écoutez, ce que je sais, c'est que tout ceci, pour François Fillon, quelque chose de particulièrement lourd. Bruno Retailleau s'est exprimé sur le sujet hier. Maintenant, il y a la décision de la Cour de cassation qui confirme et qui demande à ce que les peines soient réexaminées par la Cour d'appel. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Alors, il faut maintenant laisser la justice. Vous avez de la sympathie pour François Fillon? Évidemment, j'ai été son ministre, Premier ministre. Je l'ai soutenu dans cette campagne de 2017 qui était si compliquée, difficile, où j'ai vraiment le sentiment que ce qui s'est joué à ce moment-là a été pas seulement douloureux pour lui. Maintenant, encore une fois, la justice doit effectivement trancher définitivement. Dernière question, il y aurait une chose qui ferait que vous pourriez renoncer à être candidat à l'élection présidentielle? Une circonstance particulière? Écoutez, la fois dernière, j'étais convaincu que j'irais jusqu'au bout et je sais comment les choses se sont passées. La détermination, ça ne suffit pas, c'est une rencontre, les Français. Vous savez, vous avez bien évidemment la question de vos proches, de la santé de vos très très proches, mais pour le reste, ça pourrait être un frein. La détermination qui est la mienne aujourd'hui, c'est parce que je pense sincèrement que la politique permet de changer les choses et que la présidence de la République est la fonction
où vous avez le plus la possibilité, à la fois, de conduire l'avenir de votre pays, d'améliorer la vie des Français. C'est pour ça, vous savez, que je continue à m'engager. Parce que je pense sincèrement que l'heure n'est pas au renoncement. Merci Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ancien ministre, candidat à l'élection présidentielle, d'avoir été notre invité ce matin dans Face au Territoire. Merci de votre invitation. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même adresse. Et Raphaël Glucksmann sera ici, à votre place, Xavier Bertrand. Merci. Les programmes continuent sur Télé 5 Monde.